Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct de l'Oriops Nouvelle-Aquitaine pour cette nouvelle webconférence exclusive sur la qualité de vie et des conditions de travail 2024. Alors avec nos invités, pendant près d'une heure, nous allons, chiffres à l'appui bien sûr, vous dévoiler les grandes tendances sur 3 sujets marquants. La marque employeur, les TMS et la santé mentale. Et vous le savez, c'est un enjeu de plus en plus présent au sein des structures de l'ESS. Alors cette émission, c'est avant tout la vôtre, vous qui êtes derrière votre écran et vous aussi présents dans cette salle. Vous allez pouvoir poser vos questions, nous faire part de vos remarques dans le chat. Et puis dans la salle, nous avons aussi un micro à disposition. Et puis on en profitera bien évidemment pour poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de nos échanges. C'est une webconférence qui a été organisée par MGN Solutions en partenariat évidemment avec l'Oriops. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir pour cette webconférence Michael Delmotte, directeur développement MGN Solutions, et Rebecca Benlett, directrice régionale Oriops Nouvelle-Aquitaine. Merci de les accueillir sous vos applaudissements bien sûr. Merci d'être avec nous et merci de nous recevoir, Rebecca, au sein de l'Oriops Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez, MGN Solutions, a souhaité lancer cette enquête QVCT, Michael? Alors, MGN Solutions. Merci. MGN Solutions est un acteur majeur de la protection sociale. On couvre aujourd'hui 4 900 structures et 135 000 adhérents dans le monde de l'ESS et du handicap. Et cette enquête QVCT qu'on a lancée en 2019 avec Cécile Simon de chez BDMR que vous allez rencontrer tout à l'heure nous permet d'apporter des éclairages et des réponses aux acteurs terrain de l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire cet événement? Et on remercie encore une fois l'Oriops Nouvelle-Aquitaine de nous recevoir au sein même de leur structure avec l'Oriops. Pourquoi ce partenariat? L'Oriops est aussi un acteur majeur de l'ESS. Et quand on partage des valeurs communes, on essaye de les mettre en pratique. Et travailler un événement comme celui-ci, ça permet justement de mettre en avant ces valeurs de partage, ces valeurs de coopération territoriale. Et donc, je remercie Rebecca justement de nous accueillir au sein de ces locaux parce que c'est la mise en pratique réelle de ce qu'on peut entendre tous les jours avec les entreprises de l'ESS. Rebecca. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'était assez évident qu'on co-organise ce webinaire autour des grands enjeux de la QVCT. Alors nous, l'Oriops, juste en quelques mots, c'est plus de 550 établissements du secteur social, médico-social et sanitaire. Donc effectivement, nous sommes nous aussi un acteur majeur de la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Un sujet éminemment important parce que pour nous, on considère que c'est l'un des leviers aussi de l'attractivité des métiers, de travailler sur les conditions de travail, le bien-être au travail, la notion de bonheur au travail, d'équilibre entre qualité de vie et vie professionnelle. Voilà, donc c'était assez évident pour nous. Alors, vous avez fait le choix d'une webconférence, pour quelle raison? C'est la 2e année consécutive qu'on fait cette webconférence. Ah, décidément, mais c'est pas grave. Attention, j'ai pas de chance aujourd'hui. Balle neuve, c'est bon, on peut y aller. On y va. C'est la 2e année consécutive. Non, c'est pas grave, regardez. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On coupera au montage. Merci beaucoup. Généralement, c'est ce qu'on dit, je vous rassure. Parfait. C'est la 2e année consécutive, je vais y arriver à finir cette phrase, qu'on fait cette webconférence. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on l'a fait également dans les Hauts-de-France. C'était vraiment un joli succès. Et cette webconférence, elle nous permet d'avoir des partages d'expériences, d'avoir des témoignages d'acteurs locaux, d'acteurs de terrain. Et ce format webconférence, c'est aussi donner l'accessibilité à tout le monde, d'avoir cette information et d'avoir ces témoignages. Et puis tout cela, mis bout à bout, ce qu'on se dit depuis quelques minutes, ça nous permet d'analyser ce qui se passe maintenant et aussi de se dire comment on construit le futur et les entreprises de demain de l'ESS. Et c'est tout à fait vrai. Alors pourquoi c'est pertinent pour vous, Rebecca, cette webconférence? Eh bien alors, comme le disait très justement Michael tout à l'heure, on partage effectivement des valeurs communes et effectivement, comme vous, on met l'humain au centre. Eh bien, c'est évidemment nous aussi ce que prône notre projet associatif avec l'humain d'abord. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, effectivement, je rebondirai sur
le fait que dans nos missions, nous avons aussi à cœur de faciliter l'interconnaissance entre les acteurs de l'ESS au sens large et donc de l'économie sociale et solidaire et du secteur médico-social, social et sanitaire. Et puis surtout, la grande valeur ajoutée pour moi de cette intervention aujourd'hui, c'est qu'on a à cœur de partir de ce qui se passe sur le terrain. Ouais, et aujourd'hui, on va avoir la chance effectivement d'avoir des témoignages extrêmement éclairants sur ce qui se vit, sur les initiatives qui sont déployées au sein des établissements pour voir effectivement comment ce levier qu'on peut actionner pour améliorer la qualité de vie au travail est un levier qui permet aussi de fidéliser les personnels. Et aujourd'hui, on parle d'attractivité. C'est un sujet éminemment essentiel dans le secteur que nous représentons aujourd'hui. Donc oui, pertinent, évident. Ouais. Et j'espère surtout que ce sera très éclairant, mais j'en doute pas au regard pas douter. Des interventions qui arrivent. Effectivement, ce sera, vous le verrez, donc un levier différenciant. On parlera de ces qualités de vie au travail, de marque employeur. Merci en tout cas à tous les deux. Mickaël, on vous retrouve donc à la conclusion de cette émission. Il est temps effectivement, et vous avez raison Rebecca de le préciser, d'accueillir nos invités. Difficultés de recrutement TMS et santé mentale. On en parle maintenant. Alors, je vous rappelle pour toutes celles et ceux qui sont en direct sur YouTube pour cette webconférence, donc n'hésitez pas à envoyer vos remarques et vos questions sur le chat. Moi, je les reçois directement sur mon téléphone via WhatsApp puisqu'on a Laura qui est en régie et qui nous fait remonter toutes vos remarques et vos questions à la fin, bien sûr, de cette émission, de nos échanges avec nos invités. Vous allez voir les échanges passionnants, pertinents grâce donc à Cécile Simon. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice marketing de BDMR, la société qui réalise l'enquête nationale donc, sur la QVCT pour le compte de MGEN Solutions. À vos côtés, nous retrouvons, et j'aimerais quand même qu'on les applaudisse toutes et tous parce que vraiment, on est ravis de les avoir. On a travaillé donc, ensemble cette webconférence et vous allez voir, on a plein de choses à se dire. À côté, on retrouve Mickaël Jaude. Donc, vous êtes le directeur général de l'association donc, Les Papillons Blancs de Bergerac et président du groupement d'employeurs DMS. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous. Oui. Ça n'arrive pas qu'au directeur du développement de MGEN Solutions. Oui, bonjour à toutes et tous et puis bonjour à celles et ceux qui nous suivent en direct. Et nous retrouvons Denis Mathieu. Merci d'être avec nous, Denis. Vous avez pris le train exprès pour cette webconférence. Vous êtes arrivé de Paris. Vous êtes psychiatre conseiller technique de la Direction nationale santé mentale du groupe Vive et directeur de l'établissement santé mentale MGEN de Paris-Ivry. Bonjour Denis, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, on rappelle juste un truc, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vous rassure. C'est que les micros sont très, très sensibles. Très, très sensibles. Oui, d'une grande sensibilité. D'une grande sensibilité. On va pouvoir donner le micro justement à… C'est bon ? On peut changer de micro si vous voulez, hein. Il n'y a aucun souci. Denis, faites votre bonjour s'il vous plaît. On va l'applaudir de nouveau s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour parler de santé mentale au travail. Merci d'être avec nous. Alors, surtout, merci d'avoir accepté cette invitation. Avant toute chose, et on peut peut-être commencer par vous, Cécile, par expliquer en quelques mots votre rôle aujourd'hui. Alors déjà, merci à MGEN Solutions et à l'URIOPS Nouvelle-Aquitaine de nous avoir invités aujourd'hui. Mon rôle, il est simple. En fait, avec la société BDMR, on a réalisé la grande enquête nationale sur la qualité de vie et les conditions de travail en 2024 pour le compte de MGEN Solutions. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter les premiers résultats de cette enquête. Alors justement, vous avez donc réalisé cette enquête nationale sur la QVCT, donc début 2024. Quels sont les premiers éléments que vous pouvez nous donner ? Alors, il faut savoir que c'est une enquête qui a été administrée sur le marché de toute la France et qu'on a eu quand même plus de 1700 répondants, aussi bien économie sociale et solidaire que le reste du marché. Et le premier chiffre qu'il faut retenir, c'est que la première problématique rencontrée par les structures, c'est la difficulté de recruter. 51% des répondants nous affirment qu'aujourd'hui, il est difficile de recruter. C'était déjà le cas, alors avec une proportion encore plus forte. En 2022, on était à 65%. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de majeur.
Et puis, dans le cadre de notre enquête, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de creuser un petit peu pour savoir quelles actions les entreprises mettaient en place pour faire face à cette problématique. Et ce qu'on va retenir, c'est 3 chiffres. 75% des répondants ont développé leur communication interne. 74% partagent les valeurs et la raison d'être de leur structure pour redonner du sens. Ça, c'est quelque chose qu'on va dire beaucoup ce matin. C'est 5 points de plus quand même par rapport à l'enquête de 2022. Et puis, 62% des répondants informent sur la stratégie et les priorités. Donc, vraiment, ce qui est important à retenir à ce niveau-là, c'est que les actions qu'ils mettent en place visent principalement à redonner du sens, à partager et à communiquer pour favoriser, et Michael, vous allez en parler juste après, la marque employeur. Alors justement, nous allons commencer par ce sujet de la marque employeur et des difficultés de recrutement. Alors vous connaissez toutes et tous ce mantra, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Alors c'est vrai que c'est un mantra qui s'est doucement imposé ces dernières années côté entreprise comme côté salarié. Ce concept de marque employeur, il vient des États-Unis, donc il a émergé dans les années 90 et il a un impact significatif sur l'efficacité du recrutement et de la fidélisation pour une entreprise. La définition d'ailleurs de marque employeur est aussi large que simple. Il s'agit de toutes les problématiques relatives à l'image de l'entreprise, aussi bien en interne qu'à l'externe. En somme, ce sont toutes les actions prises par l'employeur afin d'améliorer donc la qualité de vie au travail de ses salariés et de son image auprès de ses clients, mais surtout auprès de ses futurs employés. Alors, Michael, avant de nous dire si vous faites les mêmes constats que Cécile, avec les chiffres qui ont été donnés donc, sur la difficulté à recruter dans vos structures, ce serait bien de commencer par une rapide présentation de vos 2 structures, justement. Oui, alors, bien évidemment, je vais vous parler ce matin d'expériences concrètes de terrain. Alors, ce n'est pas quelque chose de duplicable ou évidemment comme ça qu'on pourrait prendre comme un mantra et une croyance très profonde, mais moi je vais vous parler de mon expérience à 2 niveaux. D'abord de directeur général d'une association avec un périmètre de responsabilité d'environ 1000 salariés, puis ensuite aussi de président d'un groupement d'employeurs, et on le verra tout au long de l'interview de ce matin, qui nous permet justement de peut-être avoir des appréciations différenciées selon les profils des professionnels que nous rencontrons dans l'une ou l'autre des structures que soit je dirige, soit je préside. Alors, est-ce que vous faites le même constat que Cécile ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, d'abord, effectivement, notre secteur traverse des difficultés de recrutement et je ne pourrais pas dire ce matin que ce n'est pas vrai. Donc, je suis par contre très intéressé du chiffre qui quand même a chuté. Vous disiez 65% l'année dernière et 51% cette année, Cécile, et je crois que c'est quelque chose qui est ressenti sur le terrain. Il y a un frémissement qui fait que peut-être les métiers du prendre soin retrouvent un léger frémissement, et on en parlait ce matin. Peut-être aussi que les instituts de formation qui ont connu un gros creux sont en train de se re-remplir sur des filières éducatives ou soignantes, quand bien même cela reste extrêmement difficile. Pour ce qui me concerne, je me positionnerai plutôt du côté des 49% qui n'éprouvent pas cette difficulté de recrutement. En majorité, cependant, et de manière complètement transversale, aucun de mes collègues ici, directeur général ou aucune direction des ressources humaines ne pourrait le contredire, on a des métiers pour lesquels il est absolument très difficile de recruter, comme les médecins spécialistes, par exemple, Denis, ou bien sur des postes d'infirmières, coordinatrices ou d'autres métiers. Mais globalement, un petit frémissement, et je vous expliquerai peut-être ce qu'on a mis en place pour être du côté des 49%. Alors, vous êtes arrivé il y a 3 ans dans l'association, dans un contexte de crise, on peut le rappeler. Comment est-ce que vous avez travaillé votre marque employeur ? Quel levier, justement, vous avez actionné ? Oui, alors, moi, je suis arrivé il y a 3 ans, j'étais le 4e ou 5e directeur général en 4-5 ans de cette association, avec des gouvernances qui se succédaient. Et la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, pour agir directement sur la qualité de vie au travail, c'est d'apaiser le dialogue social. Enfin, je veux dire, d'abord, si on a un dialogue social plus apaisé, alors à ce moment-là, les salariés peuvent retrouver aussi une tranquillité, une sérénité quotidienne dans leur travail. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est attelé. Alors, ça n'a pas été toujours facile, mais c'était un travail de fond avec les représentants du personnel. Et je dois dire que s'il y a des facteurs endogènes sur lesquels on peut agir en tant que directeur général, il y a quand même des facteurs exogènes sur lesquels on ne peut pas agir, quand par exemple le gouvernement décide d'attribuer une prime de 183 € net à 2/3 des salariés de mon association et qu'on oublie 1/3 des salariés. Bon, aucune boîte ne peut s'en relever dans le privé. Et nous, on a quand même tenu tant bien que mal, peut-être sur des valeurs.
Donc c'est vrai qu'avec le conseil d'administration, on a fait plusieurs paris. D'abord, d'apaiser ce que je disais tout à l'heure, le dialogue social. Très bien. Et ensuite aussi de se dire qu'il faut absolument actionner le fait que pour connaître le médico-social, il faut sans doute venir voir ce qu'on y fait. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une presse spécialisée, puis même une presse grand public, où quand on allume la télévision ou quand on lit la presse, c'est très difficile, il y a des difficultés dans les métiers du prendre soin, on ne gagne pas bien sa vie, et les témoignages sont pléthores. Et donc qu'est-ce que vous avez mis en place? Eh bien, nous, on a fait le pari de se dire que et l'apprentissage, et de permettre à des jeunes de venir, des jeunes apprenants, hein, pas en âge, des jeunes qui peut-être changent de métier, et c'est le cas, vous le verrez, venez nous voir dans ce que nous faisons dans nos établissements. Et on a ouvert une 40aine de postes d'apprentissage cette année. Une sorte de job dating. Et on a fait des job dating avec, et là on a été extrêmement surpris, 145 personnes qui sont venues nous rencontrer sur 2 matinées. Et avec une moyenne d'âge 18-25 pour les 80%, et de 80 à 100%, excellent. De 80 à 100%, les 20% restants, des personnes en reconversion professionnelle. Donc on a été effectivement débordés, hein, puisque ce n'était pas du tout les chiffres sur lesquels on tablait, sur des demi-journées. Donc effectivement, aujourd'hui, on a travaillé, on a sélectionné les profils, et je crois pouvoir dire qu'on a essayé de garder les meilleurs, puisque ce sont des rencontres en réel, et qu'on a priorisé ce côté humain, ce côté rencontre directe. Et en quoi ça facilite le recrutement ? En fait, d'abord, ça génère un autre levier. Pour avoir des apprentis, il faut avoir des tuteurs. Et donc, ce qu'on n'avait pas estimé correctement, et il faut avoir cette démarche et ces erreurs dans notre secteur aujourd'hui. Il faut tenter, il faut innover. Et donc, on a eu quand même 50 salariés motivés pour être tuteurs. Et ça crée une émulation dans les équipes, forcément. Et on a eu aussi des postes qui se sont ouverts sur des petits métiers, ceux qu'on oublie. Vous savez, les agents de service intérieur que nous, on n'oublie pas parce qu'ils sont essentiels à nos établissements. Et donc, par exemple, on a créé avec l'IFREP à Périgueux une formation spéciale en 8 mois pour être agent de service intérieur dans le médico-social. Et ça, je dois dire que cette innovation, cette ingénierie de formation permet aussi de mettre en valeur et d'avoir des leviers managériaux sur la qualité de vie au travail, ou en tout cas le ressenti d'être considéré dans son travail dans une période où quand même la déconsidération de nos métiers est forte. Et comment est-ce que vous valorisez toutes ces actions de QVCT que vous avez mises en place, Et c'est vrai qu'on en parlait dans l'introduction avec Rebecca Bennet, directrice de l'URIOPS Nouvelle-Aquitaine. En quoi c'est un levier de différenciation ? Alors, d'abord, moi je pense que, et ça c'est un pari qu'on a fait avec nos équipes, quand on sort d'une crise institutionnelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut essayer de vouloir mettre des actions à valeur ajoutée sur la qualité de vie au travail. Mais d'abord, et je pense que Denis le reprendra, il faut aussi lever les risques professionnels. Et par exemple, dans l'association, ça faisait 10 ans que le document unique d'évaluation des risques professionnels n'avait pas été mis à jour. Parce que c'est un document lourd. Chez nous, il fait 450 pages. Donc, s'il n'est pas approprié par les équipes, s'il ne parle pas au manager qu'on a ce matin, au directeur, et qu'il n'est pas utilisé dans un but bien précis et qu'on ne le fait pas vivre, eh bien, effectivement, ça ne porte pas ses fruits. Donc, d'abord, on a lancé un diagnostic très important sur les risques professionnels. Et ensuite, on a lancé un deuxième diagnostic sur les risques psychosociaux. Et donc, on a mis beaucoup d'argent, je dois dire, et on a mis beaucoup de consultants sur le terrain pour rencontrer nos équipes. Et donc, plus de la moitié des salariés ont été rencontrés soit en entretien de groupe, soit en entretien individuel, pour essayer d'agir là-dessus. Mais une fois qu'on a fait les diagnostics, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans notre secteur, et je crois que et les personnes qui nous suivent en direct et les personnes ici dans la salle le savent très bien, on a pléthore d'outils, pléthore de construction d'outils à mettre en œuvre, mais il faut les faire vivre. Et donc nous, on a fait le choix de créer un poste de préventeur à temps plein qui ne fait que de la prévention et donc évidemment qui agit directement pour lever les difficultés rencontrées par les salariés, tant bien sur les risques professionnels généraux que sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Ouais. Alors justement, ça a mis combien de temps justement de valoriser toutes ces actions QVCT ? Parce qu'en préparant cette webconférence, vous me disiez qu'on aurait aimé aller plus vite, mais il faut se garder aussi ce temps nécessaire pour le faire. Oui, et je crois pouvoir dire, sans sortir de ma réserve, que quand même, et encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre pays,
le facteur temps est indispensable. Enfin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, bien sûr. Et ça, je crois que c'est indispensable. Alors, il faut trouver le bon timing, et je dois dire que tout ce que je vous raconte ce matin n'est pas possible sans avoir une équipe, des collaboratrices ou des collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer, dans leur expertise, dans leurs compétences. Mais quand même, il y a quelque chose que nous devons tous accepter, c'est le facteur temps. Et pour tenir dans le facteur temps, il faut activer les leviers des valeurs. Les valeurs au travail. Et je crois que ce matin, on avait une conférence qui en parlait beaucoup, et vous l'avez redit, le sens au travail, qu'on doit incarner, impulser et tenter de faire vivre dans un contexte qui quand même n'est pas simple pour notre secteur. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de sens au travail. On va faire justement le parallèle entre le sens au travail et la qualité de vie personnelle, et on le voit à travers cette étude, Cécile. En effet, il y a un autre élément qui est vraiment important et qui ressort dans notre étude, c'est la préservation de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est un sujet qui existe depuis des années, mais il est très présent. Alors, on entend derrière les aménagements des horaires, etc. Vous le savez tout autant que nous. 73% des répondants aujourd'hui disent avoir mis en place des actions sur ce levier-là. 73%. On est sur quelque chose qui est très fort. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que ça va se poursuivre dans les années à venir, puisqu'on a 69% des répondants qui nous disent qu'ils vont continuer en 2024, en 2025, à mettre en place des actions sur ce sujet-là. Donc l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais, c'est très important aussi à ne pas négliger. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres, Denis et Michael? Denis, pour commencer. Moi, je trouve que c'est une notion assez intéressante, parce que l'équilibre est quelque chose de récent, parce qu'avant, le travail, on le faisait chez soi. Et donc cette notion de séparer la vie personnelle de la vie professionnelle est quelque chose qui est apparu dans le temps. Et c'est assez surprenant qu'on revienne à vouloir le reséparer, refaire une frontière qui n'existe pas. Là, on a vu que ça se devenait flou avec le télétravail, qui était quand même un accélérateur de la confusion entre les deux. Mais je ne sais pas si c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut rechercher, c'est plutôt la compatibilité entre les deux. Comment l'un ne va pas empiéter sur l'autre. Donc ce n'est pas tout à fait le respect de la séparation. Michael? Oui, pour ce qui me concerne, je vais confirmer ces chiffres, c'est-à-dire que pour nous, c'est indispensable. Et là, je prends la casquette du président de groupement d'employeurs. Quand même, c'est une chance d'avoir aussi des leviers pour faire adhérer au niveau du travail des personnes à qui le travail en institution ou dans lequel nos modèles aujourd'hui ne répondent plus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans nos commissions de recrutement, nous avons des jeunes qui ne souhaitent... Le CDI ne leur parle pas. Donc la séparation vie pro, vie perso, si on leur propose des horaires stables, des horaires fixes, des nuits, des week-ends, ça ne va pas leur parler. En revanche, si on leur parle de parcours professionnel avec une implication dans les structures, dans notre association, ça peut leur convenir, mais on a aussi des personnes qui préfèrent aller au groupement d'employeurs. Plus souple, je change de structure, je reste en CDI avec le groupement d'employeurs, mais je ne suis pas affecté de manière déterminée. Et donc ce rapport de changement entre l'équilibre vie pro, vie perso, elle se fait aussi dans le changement au départ du rapport que je veux avec mon contrat de travail, la souplesse que je veux lui donner et donc mon employeur. Donc c'est vrai que ça revient donc à l'obligation de l'employeur de pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait une belle cohérence entre la qualité de vie au travail et la qualité personnelle. Exactement. Par exemple, des actions très simples. Nous, on autorise plusieurs heures quand c'est la rentrée des classes, voilà, que ce soit papa ou maman. On essaye de faciliter un certain nombre de facilitations. On essaye de remplacer des titulaires les week-ends quand c'est possible, mais pas trop quand même non plus, de façon à avoir une cohérence de travail grâce au groupement d'employeurs, parce qu'on a cette souplesse d'y avoir recours. Mais on est aussi en train de travailler sur un rééquilibrage de ces rapports-là, parce qu'effectivement, on observe là en ce moment une vague de jeunes professionnels, pas forcément jeunes dans l'âge, je le redis, dont le rapport au travail a changé dans ce qu'ils veulent donner, comment ils veulent le donner et dans l'effort, ce que moi j'appelle à long terme. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui je peux me donner à fond pendant 2 ans, après je veux faire le tour du monde, je reviens, alors c'est un peu caricatural, mais c'est quand même un discours qu'on entend, et je crois que c'est ça aussi l'équilibre vie pro, vie perso, pas sur des micro-cycles, pas sur des middle cycles, je dirais, mais sur une vision à long terme et dans ce rapport qu'on est capable d'offrir dans la souplesse à des salariés. Donc voilà des exemples tout simples. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de personnes pas forcément jeunes, on ne parle pas de la génération Z, pas forcément, on parle de profils qui ont un certain bagage en termes de savoir-faire, d'expérience, et effectivement qui ont un rapport au travail qui a complètement changé. Est-ce que d'ailleurs la crise Covid qu'on a vécue a été un accélérateur ?
Oui, indéniablement, elle a changé des choses dont on ne mesure pas, à mon sens, et on en parlait avec des sociologues lors du congrès de l'UNAPI à Tours la semaine dernière. Il y a encore des choses qu'on ne mesure pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les effets de la crise Covid, ils sont profonds. Et je crois là aussi qu'il y a un facteur temps de digestion ou de sédimentation de ce que ça a changé chez les professionnels. Et on aura à s'y adapter. Enfin, je veux dire, en tant qu'employeur, à un moment donné, pour prendre soin, il faut des humains qui prennent soin des humains. Et donc, c'est cette équation qu'on va devoir résoudre en permanence. Donc, il faut innover. Encore une fois, je pense que le médico-social a toujours été très innovant. Et aujourd'hui, la crise Covid nous a obligés en plus de réinventer des modèles. Donc, je crois que c'est plutôt stimulant, à condition évidemment qu'on soit aidé par les pouvoirs publics en ce sens. Oui, en ce sens. Mais ça fera l'objet d'une question, disons. À la fin, on en parlera justement. Denis voulait peut-être rebondir justement sur cet aspect aussi crise Covid qui a changé donc le rapport au travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'était une crise de sens, cette crise Covid. Hein. L'impression qu'on pouvait tous disparaître, l'impression que notre monde n'allait plus être le même. Et ça a remis en question pourquoi je suis là et donc quelle est la place du travail dans mon parcours personnel. Et on le voit aussi, on parlait tout à l'heure des associations, les difficultés de mobiliser les jeunes d'un point de vue politique. Mais parce qu'on le faisait avant sur une très longue distance, maintenant, c'est quel sens ça a sur le moment, quel sens ça a pour moi, et non pas seulement quel sens ça a pour les autres. Et je pense que l'engagement des jeunes est tout à fait présent. On le voit dans les associations, quand on leur dit non, vous n'allez pas venir tous les jours, tous les vendredis pendant 25 ans qui viennent, mais vous allez venir pendant 6 mois, vous allez venir pendant 8 mois, tous les jeunes s'engagent. Et on voit qu'il y a une vraie volonté de la génération Z ou même celle avant à s'engager, mais de façon un peu différente dans le temps, et à condition que le sens donné soit le plus fort possible. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde un autre item, c'est l'aspect RSE. Alors vous allez mettre en place une stratégie RSE dès 2025 pour votre association, avec un établissement pilote qui est un ESAT. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas mis en place plus tôt. Cécile, qu'est-ce qui est le ressort de votre étude sur cet aspect RSE ? Alors la RSE, il y a eu quand même pas mal d'évolutions sur notre enquête 2024, puisque aujourd'hui 65% des répondants nous ont confirmé vouloir renforcer la conscience écologique et sociale de leur structure. C'est quelque chose qui a gagné 10 points en 2 ans. On n'était pas du tout à ce niveau-là en 2022. Et donc, on est en 2e position parmi tous les sujets qu'on leur proposait pour parler de leurs engagements et missions de l'entreprise. Et là encore, dans les années à venir, l'effort va se poursuivre, puisque 52% des répondants, donc plus d'1 sur 2, nous confirment que la RSE va faire partie des actions à venir. Alors, quelles sont vos pistes de réflexion sur cet aspect RSE ? D'abord, les pistes de réflexion chez nous, elles viennent des salariés. Je crois que c'est très important de leur donner la parole. Et effectivement, l'utilité sociale, d'abord, je me sens utile dans mon travail, dans mon métier, le prendre soin. Mais je veux aussi me sentir utile au-delà de la sphère travail. Et on pourrait interroger sociologiquement, d'ailleurs, qu'est-ce que représente le travail aujourd'hui pour les professionnels. Et je crois que ce n'est pas que faire, agir, c'est aussi être dans une posture réflexive sur la question de quel est mon impact sur l'organisation au sens large, en fait. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est très simple, c'est que, encore une fois, le facteur temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois, sinon on s'épuise. Et puis je pense qu'à force de courir partout, on rate un peu tout. Bien sûr. Et donc, c'était très important de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'effectivement, on est pressé par nos financeurs, on est pressé par les décideurs politiques d'engager des grosses réflexions RSE, RSO, etc. Nous, on a d'abord, encore une fois, préféré axer notre action sur l'humain, apaiser le dialogue social, concerner les professionnels au projet de leur établissement, et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais oublié quels étaient les objectifs. Voilà, moi, je n'avais pas besoin d'être confirmé là-dedans, mais c'était important aussi qu'on puisse objectiver. Puis, encore une fois, le subjectif, ce qui est ressenti, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en œuvre en tant qu'employeur pour être responsable d'un point de vue sociétal. Alors, nous, on a des ESAT, par exemple, et on a lancé ce début de semaine avec une société qui s'appelle Take a Waste, un diagnostic sur l'ensemble du traitement des déchets de notre association. On a des ESAT, donc on a beaucoup de connexes, et on s'aperçoit par exemple qu'on a des connexions faciles, on valorise le carton, et on est en train de se demander, tiens, avec les commerçants de la ville de Bergerac, est-ce qu'on pourrait récupérer tous les cartons qui partent chez nous dans un gestionnaire de déchets qui coûte de plus en plus cher, les redevances incitatives, et est-ce que nous, on ne pourrait pas proposer des ramassages de cartons, puisqu'on les valorise, on les compresse et on les revend. Je passe les détails, mais on valorise des filières.
Et je dois dire que ça, ce sont des choses qu'on a lancées qui sont, pour nous, très, très, très importants. Et le mieux encore, c'est la parole aux salariés. Et à travers le DURP, le fameux document unique des risques professionnels et les risques psychosociaux, il est remonté des souhaits des salariés que nous proposions aussi en tant qu'acteurs économiques et promoteurs sociaux de notre territoire. Et ça, c'est quelque chose visiblement d'assez nouveau pour les consultants qui ont travaillé avec nous. On a mis 130 000 € pendant 2 ans avec des consultants sur le terrain pour faire vivre le DURP et faire vivre ce diagnostic des risques psychosociaux. Et en fait, on est sorti de la sphère employeur associatif. On parlait ce matin, assez brillamment d'ailleurs, du déclin du modèle associatif. Je pense qu'il y a une espèce de militantisme qui naît chez certains salariés aussi qu'il faut savoir entendre. Et que peut-être notre modèle, il n'est pas encore assez organisé pour l'entendre, ce militantisme. Il ne faut pas avoir peur de la parole des salariés, il ne faut pas avoir peur des remontées de terrain. Après, par contre, moi, j'ai peur des moyens que me donne le financeur pour répondre à la parole de mes salariés. Et c'est là que je réinterroge aussi l'engagement de l'État dans des missions qui sont, par exemple, le prendre soin. Le prendre soin. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, Mickaël, pour votre témoignage et ce retour d'expérience. Alors, toutes les questions, si vous avez des questions en tout cas, à poser sur ces différents sujets, marque employeur, RSE, donc QVCT, n'hésitez pas, le chat, et puis vous aussi pensez donc, aux questions que vous allez pouvoir poser donc, à nos invités. Je vous propose maintenant d'évoquer donc, une autre problématique prégnante, et je le disais aussi en introduction, c'est celle de la santé mentale. Alors, la santé mentale au travail, il faut aujourd'hui partie intégrante des priorités à traiter par les managers ou les équipes des ressources humaines. Alors la crise sanitaire, on vient de le dire, est passée par là. De plus en plus de salariés se déclarent donc en détresse psychologique, d'où l'importance de prévenir les risques. Cécile, quels sont les chiffres à ce sujet qu'on doit retenir ? Alors sur la santé mentale, c'est un grand sujet puisque on va voir à travers, avec Denis, on va échanger sur pas mal de chiffres clés qui sont ressortis de l'étude. Mais à la question, quelles sont les affections et pathologies chez vos collaborateurs, quand même, à 53% dans l'ESS, on nous a cité le stress et l'anxiété. D'accord ? En termes global sur le reste du marché, on est à 45%, 53% dans l'ESS. D'accord ? Donc on a un écart. Autant jusqu'à présent, l'ESS était plutôt conforme au reste du marché sur les précédents chiffres que je vous ai cités. Là, l'écart est important. Alors, c'est sûr que c'est un sujet, stress et anxiété, qui peut avoir comme origine d'autres motifs externes que l'entreprise, que la structure. À l'actualité, il suffit d'allumer nos postes de télévision pour le voir aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est la première affection et pathologie qui est citée. Alors déjà en 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait organisé la première conférence ministérielle européenne sur le sujet et défini la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter, et ça c'est important, une contribution à la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Denis Mathieu ? Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle fait de la santé mentale l'objet de chacun et non plus l'objet de spécialistes ou de professionnels. Alors sur ça, je suis bien sûr complètement d'accord. Elle amène dans la cité de la santé mentale. Après, on sent un sous-tendu quand même très performatif, puisque c'est pouvoir participer de façon positive à la vie de la cité. Mais c'est une façon qui soutient beaucoup de patients, en fait, se dire, voilà, je suis là aussi, on compte sur moi. Et donc, oui, je suis plutôt d'accord avec cette définition. Alors, on peut rappeler rapidement quels sont les différents niveaux et principaux facteurs qui fragilisent donc, la santé mentale, tout d'abord ? Alors, on a l'habitude maintenant de classifier la santé mentale en 3 niveaux. Un premier niveau, je vais bien. Voilà, tout simplement. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Voilà, c'est le sketch de Danny Boone. Tout à fait. Pour la petite ref. On en parlait avec Cécile. Et en fait, dans ce cas-là, on essaye de développer des compétences supplémentaires. Il y a un deuxième niveau qui est, j'arrive à fonctionner, mais il y a quand même quelque chose qui me gratte. Il s'est passé quelque chose dans ma vie difficile, il y a un environnement qui ne me convient pas. Donc là, je commence à être un petit peu ralenti. Puis le dernier niveau qui est, je suis empêché de fonctionner. Alors, je suis empêché de fonctionner, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir effectivement de soi, parce qu'on a une pathologie mentale qui s'est développée, mais ça peut venir surtout de l'environnement. Comment l'environnement personnel, familial, professionnel va influer, va mettre nos facultés mentales en
en souffrance et va ne plus nous permettre d'être tout simplement bien. Alors, quels sont les profils que vous recevez dans votre établissement? Alors, nous, j'ai un établissement qui est un hôpital de jour de santé mentale. On reçoit tout type de pathologies, des pathologies classiques équilibrées, plutôt des patients schizophrènes ou bipolaires. Mais on a aussi une section dédiée au travail. Pourquoi? Parce qu'on voit que le travail est source de difficultés qui sont importantes. Alors, des difficultés, je suis issu de l'éducation nationale, enfin de la mutuelle générale de l'éducation nationale, où la population est soumise à un stress très important. Un stress à la fois du public qu'elle reçoit, les enfants, mais aussi de la hiérarchie, d'un niveau de tutelle, des parents. Donc ça fait beaucoup de difficultés et on voit, c'est un petit mot, ça reflète bien le monde général des entreprises où l'environnement a un impact direct sur la vie psychique. Alors l'un des facteurs qui augmente et fragilise la santé mentale, c'est la surcharge de travail. Cécile, vous avez un chiffre intéressant à ce sujet. Et oui, surcharge de travail. Deuxième problématique rencontrée dans les structures. Vous vous rappelez, première problématique, difficulté de recrutement, on en a parlé juste avant. Et bien là, la surcharge de travail, tout ce qui est rythme de travail, pour 36% des répondants, c'est la deuxième problématique. Et là encore, un écart avec l'ESS. Au sein de l'ESS, c'est 44% des répondants. Donc c'est encore plus marqué dans les structures telles que les vôtres sur le marché. Et au niveau de l'ESS, cette problématique, elle est quasi au même niveau que la difficulté de recrutement. Donc finalement, Michael, par rapport à tout à l'heure où on disait oui, je ne suis pas forcément sur les mêmes chiffres, l'ESS, on est difficulté de recrutement, surcharge de travail, c'est quasi en égalité. Et pour répondre à cette problématique, les structures nous disent avoir mis en place des actions. Alors, il y a 48% des structures de l'ESS qui mettent en place des actions spécifiques pour réfléchir sur les rythmes de travail. Il y a quelques années, l'ancienne étude, on était plutôt sur est-ce qu'on poursuit le télétravail, comment on fait avec tout ce rythme. Maintenant, c'est la réflexion des rythmes de travail. Ouais. C'est un peu différent puisque le télétravail est plutôt rentré dans les mœurs, même si on entend des remises en cause possibles. Alors, quelles sont les conséquences sur la santé mentale de la surcharge de travail, Denis ? Alors, la surcharge de travail, ça se traduit en surcharge mentale. Alors, juste pour définir un peu ce que c'est, on a une capacité psychique de traitement de l'information qui est limitée. Or, cette capacité peut être sursollicitée à la fois par ce que l'on vit dans sa vie au quotidien et de ce qu'on vit au travail. Il faut avoir vraiment à l'esprit que notre capacité de traiter de l'information, elle est unique. On ne dit pas je switch de l'un à l'autre parce que j'ai quitté mon habit de travail. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est très vite, ça va jusqu'au burn-out, qui est la pathologie qui est la plus visible dans la surcharge de travail, donc la surcharge mentale au travail. Mais ça va, au début, c'est une personne qui habituellement faisait un travail facilement, qui tout d'un coup ne va plus réussir à le faire, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de changement. C'est surtout une personne qui va devenir irritable. Je pense que c'est le premier signe à repérer pour un employeur. Quand vous avez un collaborateur qui normalement n'a pas de souci, qui devient irritable, vous devez vous dire peut-être qu'à un moment donné, je cherche un petit peu trop à y aller. Et ensuite, ça peut aller vers une pathologie constituée, donc de l'anxiété qui empêche de dormir, qui empêche d'avoir des relations sociales gratifiantes, et jusqu'à éventuellement une dépression qui va nécessiter un arrêt de travail. Juste pour information, c'est une des difficultés les plus grandes, une des maladies les plus difficiles, parce que après, pour retourner au travail, une fois que vous avez eu un burn-out, c'est très compliqué de retourner au travail. Oui. Soit parce que l'environnement, vous dites, je vais retourner dans le même environnement et ça va repartir. Ça va générer de l'anxiété. Ça va régénérer de l'anxiété et y retourner. Et c'est aussi parce que vous n'avez plus confiance en vous. Et c'est une vraie difficulté. Et plus on attend, plus ça va être compliqué. Donc vraiment, on a 6 mois pour traiter les gens. Donc, il faut le repérer le plus tôt possible. Si vous arrivez à le repérer dans les quelques premières semaines, au moment juste où la personne, je vous dis, devient irritable, commencez à demander au manager de l'entreprise de faire un entretien individuel pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ce que l'entreprise peut mettre en place, l'entretien individuel. Alors ça, c'est le dépistage, mais il y a beaucoup d'autres choses. On en parlait tout à l'heure, c'est les valeurs au travail. Quand on voit des patients qui souffrent de stress au travail ou de surcharge émotionnelle au travail, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression de devoir faire du travail toujours au dernier moment. Et c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de devoir traiter des choses en permanence. Et surtout qu'une fois sur deux, à la fin, on leur dit c'était pas la peine, tu l'as fait, mais en gros, ça va à la corbeille. C'est extrêmement
difficile pour l'esprit, pour les émotions, que de se dire qu'on a mis beaucoup d'énergie et qu'au final, ça finit à la corbeille. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les employeurs doivent être très, très vigilants. Il y a ensuite la façon de le faire. Parce que, en fait, encore, toutes les personnes aiment le plaisir du travail bien fait. Quel que soit notre métier, le faire correctement, hein, la belle ouvrage, ça reste une référence pour beaucoup de personnes. Et de se dire, eh bien oui, là, j'ai pu le faire correctement, j'ai pu faire... que ce soit un travail intellectuel ou un travail physique, ou un travail manuel, il n'y a pas de différence. Le faire correctement, c'est une vraie gratification. Et puis après, il y a bien sûr des choses plus classiques, c'est quel environnement on va mettre, quelle liberté on va donner aux gens. Parce que la liberté aussi, quelque chose qui permet de décharger le psychisme, parce que je vais organiser le temps, je vais organiser l'espace, je vais organiser ma façon de réfléchir comme je veux. Et c'est un élément vraiment très important. Quel est le rôle du manager? Et après, j'aimerais que Michael rebondisse sur ce sujet. Alors, le manager, comme j'avais commencé à le dire, ce qu'il doit être capable de voir, c'est de ne pas surcharger toujours les mêmes personnes. On le fait tous en tant que manager. Quand on a quelque chose à faire en urgence, on va vers le collaborateur le plus facile, qui ne va pas dire non. Et progressivement, on va l'épuiser. Et à bout d'un moment, on ne comprend pas pourquoi il va pas réagir, alors que jusqu'à présent, il a toujours été OK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel le manager doit être très vigilant. Il doit valider tout ce qui est fait par le collaborateur. C'est-à-dire lui dire, je suis d'accord avec toi, nous sommes arrivés à la fin du travail, je valide ta façon de faire, comme je vous disais, je valide aussi la façon dont tu as résolu le problème, et je te donne telle liberté. Tu peux organiser ton temps de travail, tu peux utiliser tel ou tel outil, voilà. Ça, c'est des choses très importantes. Et puis veiller à l'équilibre dans les équipes, c'est-à-dire des équilibres en termes de compétences, en termes d'âge, de ratio sexuel, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est important. Hein, des équipes complètement masculines ou complètement féminines, c'est toujours beaucoup plus compliqué à gérer. Donc c'est des choses qu'il faut rechercher. Hein. Nos métiers sont plutôt féminins, mais c'est vrai qu'il faut avoir à un moment donné une recherche d'équilibre. Donc je pense que les managers ont un rôle plutôt d'accompagnant que réellement de personne qui va encadrer, qui va donner des instructions. Il est là plutôt pour faciliter le travail. Hein, vous savez, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les organisations en Burzorg, où là, c'est l'équipe en elle-même qui s'autogère quasiment, mais à condition de remplir un certain nombre de données qu'on va lui demander. Michael, qu'est-ce que vous préconisez au sein de votre association ou même du groupement employeur? Oui, alors sur le groupement employeur, moi je crois que pour construire des équipes, quand elles ont été déconstruites, comme dans l'association que je dirige aujourd'hui, d'abord on a un levier on y revient, le recrutement. C'est-à-dire que je crois que dès le départ, Denis le dit très bien, il faut veiller au profil que l'on recrute. Et là je dois dire que l'image de marque pour attirer des candidatures au-delà du travail, va être très importante, ce qu'on disait. Alors, on a la chance d'avoir une image de marque qui est restée très bonne sur le territoire en tant qu'acteur économique, mais aussi parce qu'on martèle aujourd'hui en termes de communication qu'on est d'abord un promoteur social de notre territoire. Et on assume ce rôle. Et on l'assume. Et donc, ce qui veut dire que d'un point de vue politique, notre conseil d'administration, il fait le choix de dire on va vers des organisations où on promeut. Donc, pour promouvoir, il faut innover. Il faut être dans l'action. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le manager, il doit être un vrai chef d'orchestre de compétences qu'il a pu choisir ou qu'il n'a pas choisi, mais qu'il doit mettre au diapason, pour rester dans la métaphore musicale. Et je crois vraiment que les nouvelles formes d'organisation permettent à chacun d'exprimer des potentiels qu'on ne mesure peut-être pas. L'agilité, la transversalité et les nouvelles formes d'organisation dont on disait ce matin aussi qu'on doit un peu réinventer peut-être nos modèles. Alors c'est intéressant parce qu'en parlant et en préparant ces webconférences, vous nous disiez que vous étiez sur du management responsabilisant plutôt qu'apprenant. Oui. Et en fait, c'est pour ça que je vous fais rebondir par rapport à quel est le rôle du manager sur la santé mentale, sur la surcharge en tout cas de travail. Moi je fais le pari, et je trouve qu'on a des sociologues assez brillants ou des philosophes comme Eric Fiat qui ont assez fortement théorisé ça, que responsabiliser les salariés, c'est quand même plus intéressant que de leur demander de se mettre en situation d'apprendre. D'abord parce qu'il y a une posture de sachant induite par rapport à quelque chose, un fait, un manager, une organisation, un modèle ou une théorie. Alors que quand on responsabilise, alors ça demande beaucoup plus d'efforts et c'est beaucoup plus énergivore parce que ça veut dire aussi que vous demandez à vos collaborateurs de rentrer, peut-être qu'il y en a qui regardent, de mes collaboratrices ou collaborateurs proches ce matin. Et on les salue. Et on les salue. C'est vrai que je pense que ça les responsabilise
de devoir aussi dire attention, ça ne va pas. Et du coup, moi j'appelle ça, c'est pas du tout théorisé dans les bouquins, hein, mais j'appelle ça le management expérientiel. C'est-à-dire que j'aime pas trop dire prenez le volant et attention, il y a un virage à 50 mètres. Moi, je préfère dire prenez le volant, je sais que vous savez conduire, donc s'il y a un virage à 50 mètres, vous prendrez bien. Et vous voyez, et ça responsabilise plutôt que de donner des choses. Et c'est une philosophie qu'il faut diffuser et qu'il faut ensuite faire vivre. Et là, je dois dire que les relais comme une responsable qualité, un préventionniste à temps plein peuvent diffuser. Sur le terrain auprès des équipes, et bien sûr il faut avoir un comité de direction extrêmement au fait, puisque pour le coup vous l'avez compris, c'est le background qu'on offre à nos collaboratrices ou collaborateurs qui va être important. C'est-à-dire le temps qu'on va prendre de pouvoir écouter suite à l'expérience ce qui a fonctionné ou pas. Donc être proactif tout en étant aussi rétroactif parfois. Et je crois que c'est dans cet équilibre-là que les nouvelles formes peuvent s'équilibrer. Alors il y a un autre sujet qui a un impact direct sur la santé mentale, c'est la violence au travail, qui ressort également comme une problématique forte dans l'enquête, et particulièrement dans l'ESS, Cécile. En effet, la partie violence au travail et harcèlement, c'est deux choses que cette année en plus on a scindées pour vraiment voir le poids de chacun. Autant dans la précédente édition, on les avait fusionnés dans une même réponse, mais là on a voulu un petit peu creuser. Et dans l'ESS, 77% des répondants disent avoir mis en place des actions de prévention sur la partie harcèlement et violence au travail. C'est 72% sur le reste du marché. Alors on est quasi à égalité, 39% pour le harcèlement, 33% pour les violences au travail. Mais c'est en progression, plus 3 points par rapport à 2022. Donc oui, ce sujet est pris en compte par les structures. Oui, il y a des actions à mettre en place et on le voit à travers les chiffres. Qu'est-ce que vous observez, vous, à votre niveau, Denis ? Alors, juste pour rappeler que la violence, c'est le court-circuit de la pensée. Qu'on devient violent quand on ne peut plus réfléchir. Et ça, c'est peut-être un phénomène assez actuel. Je n'en ai pas connaissance de l'origine, mais aller directement à l'action avant de passer par la case pensée, c'est un phénomène qu'on observe tous. Alors, nous, on le voit surtout, et je suis vraiment dans ce milieu, c'est-à-dire tous les métiers confrontés au public. Parce que la violence, c'est quelque chose qui augmente. Ça traduit un malaise social, même si le terme est un peu galvaudé, mais qui va se répercuter sur les métiers de service et sur les métiers en lien avec le public. Donc, beaucoup de nos entreprises ici sont confrontées à ça. Alors, la violence, comment on le traite ? Donc, on traite déjà la situation en direct, mais on apprend surtout à faire de la prévention. Et ça, je pense qu'on peut apprendre à pas mal de nos collaborateurs, ce qu'on appelle la communication non violente, qui est quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. La désescalade, des choses que l'on apprend assez facilement, ça se fait en groupe et surtout, il faut une solidarité dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que le manager puisse prendre le relais, il faut que le niveau supérieur puisse prendre le relais très rapidement pour protéger les collaborateurs. Et ça, on le voit dans les systèmes. Après, la violence inter-collaborateur, qui est aussi un des sujets qu'il ne faut pas minimiser. Là, pareil, c'est comment on revient à parler de situations réelles et de comprendre pourquoi on arrive à cette violence. Qu'est-ce qui fait que les situations qui, en général, ne sont pas des situations professionnelles reviennent au niveau là et entraînent des conflits interpersonnels. Alors, comment prendre soin, pour terminer sur cet item de santé mentale, comment prendre soin de sa santé mentale en quelques mots ? Alors, la santé mentale, c'est comme la santé de façon générale. C'est ce que rappelait l'OMS par ailleurs, qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Des choses très simples. Il faut déjà apprendre à dire non. Parce qu'il faut se protéger. Je vous disais, on a une limité dans notre capacité de traitement d'information. Donc, il faut savoir dire non. C'est quelque chose de très important. Un autre point, c'est pouvoir se garder du temps pour soi. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure, un quart d'heure va suffire pour pouvoir se ressourcer et dire ce temps-là, c'est une parenthèse qui m'est réservée. Je n'entends rien de mes proches, je n'entends rien du travail. Donc, et ensuite, il y a des choses simples, c'est autour de l'alimentation, des choses qui rejoignent le somatique, mais une alimentation équilibrée favorise le travail psychique de bonne qualité. Le sommeil, pourquoi le sommeil ? Parce que le sommeil, c'est là où on va remettre à zéro nos émotions. Et là, donc, un sommeil de qualité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, l'activité physique. Alors, l'activité physique, on pourrait se dire pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous faites de l'activité physique, vous sécrétez des endorphines. Et quand on sécrète des endorphines, on va mieux. Donc, courir, ça permet d'aller mieux dans sa tête et d'être plus reposé. Cécile, on a des chiffres ? On a des chiffres à l'appui.
Là-dessus, je vais vous rejoindre, Denis. 20% des structures disent que leurs collaborateurs ont des problèmes au niveau des troubles du sommeil. Hein, c'est une pathologie qui est fréquente chez les collaborateurs. Alors, ce n'est pas forcément un sujet qu'on partage avec son directeur ou son manager ou autre, mais ça ressort quand même puisque c'est cité par 20% des structures, 26% dans l'ESS. Là aussi, un écart quand même qui n'est pas négligeable. Et puis, pour la pratique sportive, il y a 32% des structures qui disent avoir mis en place des actions pour favoriser la pratique du sport chez leurs collaborateurs. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter parce qu'il y avait eu une belle baisse en 2022 après Covid. Alors, les personnes n'étaient plus forcément au travail, elles étaient en télétravail, c'était compliqué. Mais là, ça revient à l'ordre du jour. Très bien. Il nous reste encore un petit quart d'heure, 20 minutes avant de donner la parole donc, au public. J'aimerais que l'on aborde un dernier point. Ce sont les troubles musculo-squelettiques, bien souvent sous-estimés. Et pourtant, Cécile. Alors, et pourtant, les TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est la deuxième pathologie qui est citée par les structures pour les collaborateurs, à hauteur de 35%, et arrive juste après les problèmes de posture, 28%. Donc ça, c'est important à noter. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de TMS, en quelques mots? Oui, alors c'est des pathologies qui sont sur les articulations, les muscles et les tendons. Voilà, c'est la définition générale. Ça touche surtout le membre supérieur, donc l'épaule, le coude, le poignet, et tout ce qui est cervical et éventuellement lombaire. Donc on voit déjà que c'est un axe particulier pour voir que c'est celui qui nous permet d'être en communication et en relation avec les autres. Est-ce que ça se ressent sur l'absentéisme dans vos structures? Oui, en fait, il y a une corrélation très forte et je crois que les collègues présents aujourd'hui ou en ligne ne le contrediront pas. Il y a des établissements qui sont ressentis comme étant plus difficiles, les foyers d'accueil médicalisés, les populations aussi, polyhandicap par exemple. On retrouve forcément des salariés qui sont abîmés par le travail du prendre soin. Je rappelle qu'on parlait de prendre en charge, et je crois que là, pour le coup, je prends une autre casquette, c'est le psychomotricien qui répond de formation. Prendre en charge au sens moral, au sens psychique et au sens physique. Et donc oui, il y a une corrélation très forte entre le turnover, l'absentéisme sur des établissements qui sont reconnus et connus pour avoir énormément de travail, de manutention, de toilettes, par exemple, de lever des résidents ou des patients, et effectivement la nature même du travail qu'on confie aux salariés. Donc on le retrouve à la fois dans les établissements et à la fois sur des catégories socio-professionnelles, les aides-soignantes notamment. Donc oui, il y a une corrélation forte pour répondre à votre question. Cécile. Là-dessus, turnover, absentéisme, ça vient compléter le podium des difficultés rencontrées par les structures. Rappelez-vous, difficultés de recrutement, surcharge de travail, le turnover est la troisième à hauteur de 24% et l'absentéisme suit derrière à hauteur de 17%. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, au sein de vos structures pour diminuer ces TMS? Alors d'abord, on a fait faire un travail sur tous les postes administratifs. C'est assez facile d'agir sur des leviers concrets. Je parlais tout à l'heure de causes endogènes, double écran, analyse avec un ergonome de l'ensemble des postes assis. On a adapté les hauteurs de bureaux. Par exemple, là, on est en train d'acheter des bureaux. Alors pardon, j'ai pas peut-être que les vendeurs de mobilier m'en voudront, mais moi j'appelle ça des bureaux flex, assis debout, qu'on règle si on a envie de travailler debout et qu'on baisse si on a envie de rester assis. Je suis psychomotricien, donc pardonnez-moi la déformation professionnelle, mais mes collaborateurs ont aussi des ballons à Décathlon, pas très cher, pardon, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais je le dis quand même parce que c'est pas très cher et ça permet de s'asseoir et de faire du renforcement et du gainage. Et puis après, on est en train de faire un travail très important d'analyse suite au document unique d'évaluation des risques professionnels pour nos travailleurs en situation de handicap. Aussi dans les ESAT, où on a des ESAT semi-industriels et industriels, où là on travaille carrément sur des hypothèses d'exosquelettes. Et là-dessus, pareil, question du financement, parce que se dire tout ça, c'est bien joli, mais parlons concret, c'est ce que disait Rebecca, il faut des expériences de terrain, il faut un budget. Et là, pour le coup, on ouvre les partenariats, par exemple avec notre mutuelle, pour faire de la prévention, parce que quand même, prévenir, c'est mieux que guérir. Exactement, vous avez raison. En quoi les TMS ont une influence sur la santé mentale? Et à l'inverse, en quoi les troubles psychologiques peuvent avoir une influence sur les TMS? Alors en fait, quand on regarde les items de ce qui fait la pathologie TMS, c'est l'insatisfaction au travail, la monotonie dans le travail, la pression du temps, la pression de l'environnement, le manque de sens au travail. En fait, on le voit pour presque toutes les personnes qui ont les TMS, ils le mettent en avant. Donc on voit bien que l'environnement psychique, lui, va entraîner des difficultés qui vont pouvoir favoriser les TMS.
Et en contrepartie, les personnes qui ont les TMS, très souvent, vont aller vers une difficulté à rester au travail. On va avoir une perte et là, une dépression qui est réellement fréquente après des TMS. C'est très intéressant ce que vous dites parce que quand même, quand on dit donner du sens, c'est ce qui impulse. Ce qui impulse, c'est ce qui verticalise un peu l'humain quand même, qui lui donne un élan. Et je trouve que c'est intéressant de corréler l'envie, le sens au travail, et ce qui va quand même réduire les troubles musculo-squelettiques, parce que c'est quand même une question de tonus, tout ça aussi à un moment donné. Et donc, il faut avoir de l'énergie et la transmettre. Alors, je vous propose maintenant bien de passer aux questions du public et à toutes celles et ceux qui nous regardent donc en direct sur YouTube pour cette webconférence. On va commencer avec une question chat, si vous voulez bien. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est une question de Xavier et on le remercie. L'arrivée bouleversante de l'IA dans le travail a-t-elle des impacts similaires à ceux de l'effet Covid selon vous? Denis? Alors, en fait, on a commencé à regarder ça. On a quelques patients qui viennent nous dire quel est le sens de mon travail? C'est une machine peut le faire aussi bien que moi. Et effectivement, on voit apparaître une espèce d'interrogation profonde avec une angoisse sur l'avenir, puisque on nous annonce que 50 à 60% des métiers qu'on fait actuellement n'existeront plus dans 10 ans. Exactement, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour mon travail? Et même pour les gens qui sont quasiment en fin de parcours, se dire quel sens a mon travail pendant 40 ans alors que dans 10 ans, on va l'avoir oublié? Il y a beaucoup de métiers manuels, quand on est passé à l'industrie, qui se sont dit ça. Hein. Les canus, c'était leur problème, c'était je ne vais plus exister. Et bien là, c'est la même chose. Donc on a une vraie répercussion sur tout le monde. Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut poser une question dans la salle, s'il vous plaît? Nous avons un micro à disposition. Valérie a un micro à disposition. Est-ce que vous voulez poser une question? N'hésitez pas. Moi, j'en ai une pour vous, Michael, toujours sur le web. Est-ce que vous avez été aidé par un cabinet d'experts? Oui, on a, ce que je disais, on a quand même mobilisé 130 000 € sur 2 ans et on a été aidé par des cabinets qui sont quand même recommandés par l'inspection du travail ou la CARSAT, c'est toujours mieux, parce que ce sont quand même des autorités de tutelle aussi indirectes sur les qualités de vie au travail. Et donc on a été aidé, nous, par un cabinet spécialisé, encore une fois avec un cahier des charges très précis, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'ingénierer intellectuellement la question du travail. Il était question, par exemple, que nos consultants qu'on a missionnés, s'il fallait évaluer le travail de nuit, ils aillent la nuit dans le foyer, rencontrer les professionnels qui veillent la nuit et leur poser des questions la nuit. C'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, quand je disais la parole aux salariés, c'est la parole aux salariés dans leur environnement de travail. Denis l'a très bien expliqué. Je crois que l'environnement conditionne aussi. Et on ne peut pas s'en rendre compte si on est un consultant dans son bureau ou très peu sur le terrain ou alors qu'on fait la réunion toujours dans la même salle qui est climatisée, bien éclairée, avec un écran, etc. C'est pas ça la réalité d'un veilleur de nuit, d'une aide-soignante, d'une infirmière. Donc ça, c'était aussi très important. Donc être aidé par des experts, oui, mais être aidé par des experts à qui on fixe aussi un cahier des charges en adéquation avec les valeurs du modèle associatif dans le médico-social, c'est encore mieux. Très bien. Est-ce que vous avez une question dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Et on a des questions sur le chat. Une fois, deux fois, trois fois. Je prends une question sur le chat. Comment sensibiliser les managers à la santé mentale, Denis? Alors, moi, je crois beaucoup au jeu de rôle. Hein, et puis, donc les inversions classiques, vie ma vie, hein, où là, ça fonctionne bien. Là, ils peuvent réellement voir comment ils mettent en situation de difficulté des agents sans une volonté de nuire, parce qu'il y a rarement une volonté négative des managers, hein, mais simplement parce qu'ils ont eux-mêmes une pression. Et donc, de se mettre à la place du collaborateur, ça les aide. Et comment déceler les situations de harcèlement? Alors, le harcèlement, c'est une question qui est lancinante dans les métiers du soin, parce qu'on est en proximité physique, tout simplement. Et la proximité physique peut être à la limite du harcèlement. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un lieu d'expression libre qui ne soit pas lié à la direction. C'est vraiment ça. Et nous, par exemple, on a nos représentants des personnels qui sont très à la pointe et qui nous aident vraiment par rapport à ça. Oui, je reviens là aussi sur le rôle des représentants du personnel. D'abord, la loi oblige aujourd'hui à nommer un référent harcèlement dans nos organisations et côté employeur aussi. Donc, c'est un sujet sur lequel je crois que plus l'organisation développe une image de marque et développe en adéquation avec l'image de marque des valeurs sur le terrain qui ne permettent pas ces agissements, plus ils sont aussi dénoncés. Et je crois qu'il faut, on parlait d'environnement au travail, il y a des environnements au travail qui doivent être apaisés et qui doivent être aussi assainis pour que certains agissements n'existent plus dans nos structures. Voilà, je crois que l'exemplarité du modèle de l'employeur doit se décliner, doit permettre de faire émerger, de dire stop et de savoir dire non.
Ça, c'est très important. Alors, avant de donner la parole donc, en conclusion donc, à Michael Delmotte, j'ai une dernière question et on l'a évoqué pendant nos échanges tout à l'heure sur cette question de QVCT et je vous demanderai vraiment de répondre en quelques mots. Ne faut-il pas une politique incitative et non coercitive comme c'est le cas actuellement? C'est qu'on a l'impression que c'est une contrainte. Mais bien sûr qu'il faut inciter. J'espère que nous aurons encore la possibilité d'inciter et qu'on ne fera pas sous contrainte. Voilà, j'ai répondu rapidement. Ouais, ça c'est bien. Voilà, Denis? Pour moi, c'est un pas de deux. La coercition et l'incitation, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut alterner les deux pour arriver au résultat. Merci pour ces échanges. On peut les applaudir très très fort, vraiment. Et je vais donc demander à Michael de venir nous rejoindre pour la conclusion de cette webconférence. Alors Michael, je vous ai vu attentif durant nos échanges. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de tout ce qui vient d'être dit? Alors, ce que je peux retenir, déjà, dans un premier temps, merci à tous les trois. Merci Vincent. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour améliorer tout ça, mais c'est pas terminé. Et il faut continuer encore et encore à mettre de nouvelles choses en place et à essayer de s'améliorer continuellement. J'aime beaucoup la notion de jeunes apprenants et d'aller chercher des personnes qui ont envie d'apprendre parce que c'est comme ça aussi qu'on va se démarquer, c'est comme ça qu'on va essayer de se développer et l'envie d'apprendre est quelque chose qui est primordial si on a envie de recruter correctement. La santé mentale, dans un second temps, si je reprends les propos de Denis, ce n'est pas que le sujet des spécialistes. Et effectivement, on est tous concernés, on a tous des collègues, des managers qui doivent se sentir concernés et c'est ça aussi qui va faire que demain, notre travail psychologiquement va s'améliorer, on va aller de mieux en mieux et ça aura de toute façon une incidence sur la productivité et sur notre qualité de travail. Et j'ai retenu un mot que Denis a dit encore une fois, c'est que c'est en étant solidaire qu'on va forcément réussir. Et je crois que solidaire, c'est dans le sigle ESSDO. Normalement, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup, Michael. On peut l'applaudir. Merci pour cette conclusion. On peut peut-être saluer Laura et Valérie pour l'organisation. C'est vrai, on en profite. Exactement, je voulais passer un petit message. Merci Vincent, je vois que vous ne l'avez pas oublié. Merci beaucoup à Valérie et à Laura qui nous ont aidés à monter cette webconférence et qui ont encore permis, je pense, que ce soit un vrai succès. Merci à toutes les deux, mesdames. On peut les applaudir. Merci donc à toutes et tous de nous avoir suivis donc en direct depuis les locaux de l'Euriops Nouvelle-Aquitaine. Merci au public présent, aux intervenants pour ces échanges passionnants, à MGN Solutions pour l'organisation effectivement de cette webconférence et à BDMR donc, pour la réalisation de cette enquête. Merci Cécile, que vous allez recevoir très prochainement. Ne vous inquiétez pas, vous allez la recevoir très prochainement. On espère vous retrouver l'année prochaine. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Bye bye.